Les algorithmes sont susceptibles de prendre en charge un champ de plus en plus large d'activités humaines. Il s'agit là du volet automatisation de la révolution numérique. Mais de surcroît, les plateformes numériques planétaires ou de plus faible envergure sont en mesure de mobiliser de plus en plus de compétences à travers le monde et peuvent arbitrer entre les différents territoires, même les plus lointains, où la main-d'œuvre qualifiée ne cesse d'augmenter. Partant de cela, on devrait se dire que ce que l'on a connu dans l'industrie, à la fois l'effondrement des métiers ouvriers, évincés par les pays ateliers, l'externalisation et la délocalisation croissante, devraient s'abattre avec la même puissance sur de nombreux services, B2B à l'entreprise, et s'étendre aux services destinés aux particuliers, ceux du moins qui n'imposent pas une interaction physique avec le consommateur. Je ne pense pas aux coiffeurs, aux soins du corps, à la vente, etc., mais plutôt aux prestations qui peuvent passer par un écran et des capteurs, l'éducation, certains métiers de santé, la surveillance, etc. Mais même pour les métiers qui appellent des manipulations physiques, plus la robotisation avance et devient abordable, et plus il est facile d'imaginer des substituts à l'homme quasi autonomes, surveillés ou pilotés à distance. Et si je pousse les choses à l'extrême, même les activités qui paraissent aujourd'hui indissociables du territoire pourraient demain perdre leur ancrage. L'entreposage, la livraison, qui pourraient être pilotées par exemple à distance. Je ne parle même pas de l'impression 3D, qui peut faire sauter les dernières lois de gravité territoriale. Autrement dit, tout ce que l'on vit déjà dans une série d'activités, les services de paye, de comptabilité, les services informatiques, les centres d'appel, etc., a vocation à s'étendre bien plus encore. Pourquoi faire sur le territoire ce que l'on peut faire aussi bien et à moindre coût ailleurs, ou que l'on peut tout simplement automatiser et piloter à distance? La grande mise en concurrence de toutes les activités dans toutes les régions du monde au détriment des pays développés n'est donc pas prête de s'arrêter. C'est cela aussi qui explique les pressions de plus en plus fortes sur les prix et les salaires de certains services, de moins en moins protégés et de plus en plus délocalisables, avec une caractéristique supplémentaire qui facilite leur éloignement. Il n'y a pas de coûts de transport liés à leur rapatriement et, de surcroît, les coûts de coordination sont faibles. Cela veut-il dire que nous sommes condamnés à une grande désagrégation qui va achever de diluer nos économies nationales dans le grand tout mondial, au détriment des revenus et de l'emploi? Peut-être pas, si je me réfère aux arguments forts avancés lors de la conférence Made in World des Printemps de l'économie, organisée en partenariat avec Xerfi. Comme le rappelle l'économiste Helmut Mood, la mondialisation, avant de diluer et de délocaliser les activités, pousse plutôt à les concentrer, à les agglomérer dans des écosystèmes territoriaux qui tirent avantage de la qualité de leur intégration. D'où le dynamisme des grandes agglomérations aujourd'hui. Jean-Philippe Denis ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme qu'on peut délocaliser le travail ou le capital, mais beaucoup plus difficilement aujourd'hui l'intelligence. Il parle de l'intelligence des organisations. L'innovation a besoin de proximité, d'échange d'expériences, de connivence. Pour être un pôle de production de services exportables haut de gamme, il faut savoir bâtir de véritables écosystèmes cognitifs sur le territoire. Enfin, le numérique renforce le caractère exportable des services. Nul besoin de délocaliser pour accéder à la demande du grand large. Le producteur de services peut dans beaucoup de cas être un voyageur immobile. Potentiellement, plus d'import et d'export donc, mais pas nécessairement de la délocalisation. La concurrence sera rude, mais le délitement sera peut-être moins brutal que ce que l'on a vu dans l'industrie.